Alors c'est toujours la limite de l'analyse financière que de ne pas regarder à quoi correspondent ces chiffres. Quand, je veux dire, on a des augmentations de charges de personnel, de fonctionnement, il est possible que ce soit des excès, comme il est possible tout à fait que ce soit des besoins réels. Dans le même temps où l'État réduisait les dotations globales de financement, il transférait un certain nombre de compétences supplémentaires aux collectivités de niveau inférieur. Et dans le même temps, le contexte économique se dégradait pour une bonne partie de la population. Ça veut dire qu'une population pauvre exigeant bien plus d'intervention qu'une population aisée, on a effectivement une situation qui possiblement explique une augmentation des dépenses. Sauf que derrière, il y a des humains. Et que ces besoins-là, s'ils sont... alors, on peut regarder, on peut peut-être voir qu'ici ou là, il y a des dépenses inutiles ou excessives ou des augmentations, je ne sais pas, mais je n'ai rien vu de profondément choquant dans tout ce qui était dit en termes d'évolution. On n'est pas sur des embauches complètement disproportionnées, on n'est pas sur des augmentations annuelles disproportionnées. On peut regretter un manque de dynamisme de la population et notamment le fait qu'on ne soit pas, contrairement d'ailleurs à ce que M. Aparicio avait dit en 2020, vous nous aviez cité que nous avions dépassé les 10 477 habitants, vous aviez dit en novembre 2020, et vous apparemment, vous, selon l'INSEE, 2021, donc je ne sais pas, j'ai vu dans la presse des chiffres 2019, donc qui disaient qu'on n'était pas encore à 10 000, donc j'avais eu tendance à croire M. Aparicio, mais apparemment, on n'est toujours pas à 10 000. À 10 000, on le sait, on augmente un petit peu les dotations globales. C'est un seuil que l'État a intégré. Est-ce qu'on doit faire payer à notre population les politiques irresponsables des différents présidents de la République qui se sont succédés pour se soumettre finalement aux règles de la finance? Parce que tout ça, l'idée de rembourser une dette en 10 ans maximum, j'aimerais que nous soyons tous, s'il y a des propriétaires dans cette assemblée, dans cette situation de capacité à rembourser en moins de 10 ans nos emprunts pour acheter nos maisons. Mais c'est une règle purement idéologique. Elle n'a aucun sens. On pourrait dire que c'est 20 ans maintenant et considérer que nous, à Beaumont, avec seulement 2 ans pour rembourser la totalité de notre dette, en effet, nous avons des marges considérables de progression de nos dépenses, de fonctionnement comme d'investissement. Alors il se trouve que des lois néolibérales nous empêchent en partie sur le fonctionnement de répondre à la totalité des besoins des gens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'augmenter que des salaires, enfin j'espère en tout cas, mais de progresser en bien-être, en développement culturel, social, économique de notre ville. Vous nous avez dressé un portrait en fait que je dirais alarmiste. Alors c'est peut-être le principe des cabinets de conseil, on le sait, que de justifier leurs interventions, et c'est évidemment pas contre vous que je le dis, mais dans un contexte d'actualité où on a vu un gouvernement user et abuser des mêmes recettes pour nous dire qu'il fallait dépenser moins tout en dépensant des sommes colossales dans des cabinets de conseil qui venaient nous dire qu'il fallait pas répondre aux besoins des gens mais à ceux des banques. Moi je trouve, et j'insiste sur le fait que votre description est très saine de nos finances, et je mets en garde contre tous les autres adjectifs ou signaux alarmistes. Si dans 10 ans, le ciseau s'inverse, après tout, dans 10 ans, il se sera passé tellement de choses au niveau national. Qui peut dire si dans 10 ans, notre pays sera plus riche ou plus pauvre, notre population à Beaumont plus nombreuse ou moins nombreuse, plus riche ou moins riche? C'est très compliqué de le dire, mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, gardons-nous de tirer la moindre conclusion de coupe budgétaire de votre analyse. Merci. Vous savez, quand on intervenait il y a 10 ans et qu'on disait qu'il va y avoir une réduction des dotations, on s'est fait jeter à multiples reprises. Et puis ces mêmes personnes qui nous ont jetés ont fait appel à nous après, ultérieurement. Par rapport à vos remarques, juste 2 choses. Moi, je ne me permettrai pas de juger finalement des choix qui sont opérés par les différents conseils municipaux. Chacun mène sa politique qu'il le souhaite. Néanmoins, en indiquant que l'État a fait des coupes, etc., et qu'il nous a forcés à intervenir pour aider la population, c'est déjà un premier choix, finalement. Vous donnez une orientation parce qu'on intervient d'une manière sociale, en fait. Donc l'axe social est prépondérant dans ce que vous avez dit. Voilà.
Donc finalement, ce qu'on peut se dire, et ce que moi j'ai dit, c'est que moi je ne me permets pas de juger de la situation, et en tout cas des choix qui ont été opérés, simplement je juge les chiffres. Et sur les chiffres, je ne vais pas justifier voilà, ma présence ou autre, c'est pas mon cas du tout, j'ai rien à gagner. Hein. Très franchement, je peux vous dire ça se passe très bien et tout, mais en fait c'est quoi le choix? Si je vous dis ça se passe bien, ça sert à rien en fait que je suis là. Donc j'aurais très bien dit, bah, en fait ça ne sert à rien de faire un audit. Par contre, lorsqu'on voit une structuration budgétaire telle que celle-ci, bah, c'est quand même important. C'est comme si finalement, je reviens sur ma diapositive et puis je vous fais le cas d'un ménage. Tac. Ce que vous nous dites, on pourrait très bien se dire, bah, on met 20 ans de ratio de capacité des endettements. Et puis, on fait fi finalement de cette composition des charges de fonctionnement. J'entends, il n'y a pas de problème. C'est comme si finalement, bah, chaque année, chaque mois, en tant que ménage, bah, vous aviez 1 000 euros, puis vous dépensiez en fait 1 200 euros. Et au bout d'un moment, eh bien, votre épargne et votre fonds de roulement, parce qu'il ne faut pas confondre les deux, hein, le fonds de roulement c'est un stock, une fois qu'on l'a fini, eh ben, il n'y en a plus. Et on ne va pas le reconstituer par de l'emprunt aussi facilement que ça, puisque l'emprunt va eh bien, venir minorer l'épargne que l'on dégage chaque année. Donc ça, c'est aussi important de bien l'avoir à l'esprit. Et cette épargne, aujourd'hui, même si elle est encore une fois saine, et ça je vous l'ai dit clairement à plusieurs reprises, on a quand même cet impact-là de cette composition des charges qui est important et qu'il faut prendre avec précaution. Voilà, ça veut dire que pour le futur, ne faites pas exploser complètement vos charges à caractère général ou de personnel. Et exploser, on peut se dire que même déjà à 4%, comme c'était le cas dans le passé, c'est déjà explosé, parce que 4% par rapport aux impôts, les impôts vont jamais augmenter chaque année de 4%. Donc ça veut dire que dès lors qu'on met 4% sur les charges de personnel et les charges à caractère général, eh bien on va creuser finalement le niveau de l'épargne brute. Et plus on va recruter, ça peut être votre choix, et voilà, moi encore une fois je ne le juge pas, mais par contre plus vous allez recruter, plus votre épargne va diminuer, et lorsqu'il faudra prendre réellement des marges de manœuvre, bah, vous retrouvez au pied du mur, parce que vous aurez plein de titulaires, vous ne saurez pas quoi en faire, et en fait le seul moyen qu'il faudra pour dégager des recettes, c'est augmenter les impôts. Voilà. Et pour avoir accompagné des communautés dans ce cas-là, on a parfois la Chambre régionale des comptes qui vient, et donc nous on est également là, parce qu'on essaye d'éviter cette augmentation d'impôts. Malheureusement, dans certains cas, il n'y a rien d'autre à faire que d'augmenter les impôts. Et on a vu parfois des taux multipliés par 2,5. Ça m'est déjà arrivé. Et là, c'est le préfet qui vous dit, hein, c'est pas vous. Vous pouvez lui dire l'institution, machin. Il en a rien à foutre, hein, je vous le dis très clairement. Il vous dit, moi, vous n'êtes pas l'État, vous n'avez pas le droit d'avoir un budget en déficit, votre budget doit être équilibré. Donc je reprends la main, pour assainir vos recettes, votre section de fonctionnement, j'augmente les recettes. Et donc, il augmente les recettes jusqu'au moment où c'est ça. Voilà. Et on a des collectivités qui se sont retrouvées dans le réseau d'alerte, qui sont tombées finalement sous la tutelle du préfet. En 2008, par exemple, il a augmenté très fortement les taux, et aujourd'hui, en 2022, eh bien, les taux sont toujours supérieurs à la moyenne nationale. Parce que finalement, à l'époque, il y avait une augmentation très très importante. Donc, vous pouvez prendre mon discours comme vous le souhaitez, peut-être de manière alarmiste. Moi, je pense que c'est plutôt de la prudence et qu'il y a peut-être une partie, comme vous pouvez dire, à jeter ou autre. Mais en tout cas, c'est très important. Et cette composition, je dirais que c'est vraiment aujourd'hui le premier point de vigilance et le seul finalement à avoir pour toute la période future. Parce que votre épargne, elle conditionne toute la section d'investissement. Et je vais vous le démontrer avec la prospective. Bah, cette épargne, c'est effectivement l'investissement à venir. Et l'investissement à venir en fonctionnement comme en investissement réel au sens matériel du terme, c'est l'attractivité d'une ville. Si l'on est capable de créer un bien vivre ici en dépensant nos sous, cela aura plein d'effets de l'ordre de recettes supplémentaires qui ne sont pas mesurées ici. Alors, vous allez peut-être nous en parler dans la prospective, mais c'est une conduite trop conservatrice tue l'avenir d'une ville.